On a déjà parlé de l'argent dans cette vidéo-là. Aujourd'hui, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Est-ce que tu te souviens qui crée l'argent? Tu veux me tester, c'est ça? C'est bon, je me rappelle. Les banques créent de l'argent grâce à de la dette. Exactement. Les banques augmentent la masse monétaire grâce aux prêts qu'elles réalisent. Mais on peut se poser la question, est-ce que les banques peuvent créer autant d'argent qu'elles veulent? Ou encore, et la banque centrale dans tout ça? Eh ben, j'en sais rien. Eh ben, c'est pour ça que je fais une vidéo. Va falloir suivre, ça va être un petit peu chaud. Ok, vas-y, je suis prêt. Je vais prendre l'exemple européen, mais on pourrait généraliser à tous les pays développés. Et il y a deux types de monnaie. La monnaie centrale, qui sont les pièces et les billets, et également une version électronique, et la monnaie fiduciaire, qui est la monnaie créée par les banques. On en a parlé dans l'épisode d'avant. D'abord, la monnaie fiduciaire. Ça représente 90% de l'argent, c'est de l'argent créé par les banques. C'est également l'argent qu'on utilise tous les jours. Ensuite vient l'argent central, c'est-à-dire l'argent créé par la BCE. Il représente 10% de la monnaie en circulation dans l'économie. On a deux types de monnaie centrale, on a les pièces et les billets, c'est 75%, et on a la version électronique de cette monnaie centrale, c'est 25%. Cette monnaie électronique, elle sert aux banques. Lorsqu'on parle du marché interbancaire, en fait, on parle de banques qui s'échangent cette version électronique de la monnaie centrale. Nous, on l'utilise jamais. Et là, je passe direct à un exemple. Sur Le Bon Coin, tu as repéré la voiture d'Albert, qui la vend donc pour 10 000 €. Ta banque, le CIC, te prête cet argent. Bim, création monétaire. Exactement. Maintenant, tu vas faire un virement de ta banque, le CIC, vers la banque d'Albert, la Société Générale. Jusque-là, les échanges se font uniquement en monnaie fiduciaire. Tu as peut-être déjà remarqué que si tu fais un virement à un pote qui n'est pas dans la même banque que toi, il y a un délai. Alors que s'il est dans la même banque, ça se fait quasiment tout de suite. C'est parce que les banques mettent en place une opération d'échange d'argent central entre elles. Dans notre exemple, la Société Générale n'a que faire des 10 000 € qui viennent d'être créés par le CIC. Société Générale veut de l'argent estampillé Banque Centrale Européenne et pas de l'argent CIC. Donc le CIC va être obligé de mettre en place un virement depuis son compte à la Banque Centrale Européenne vers le compte de la Société Générale. Et ce virement se fait en argent central. Une fois qu'il est effectué, alors Albert verra l'argent effectivement transféré sur son compte et il pourra se mettre à l'utiliser. Si jamais Albert avait été au CIC, il n'y aurait pas eu besoin de ce transfert d'argent central et du coup ça aurait été quasiment instantané. Et c'est ça ton système chaud, il y a deux types de monnaie, une pour nous, une pour les banques, c'est bon, je suis pas débile, on n'a pas besoin d'un épisode pour ça. Et c'est là que ça devient un peu plus complexe. Je te rappelle que seul 10% de la monnaie est centrale. Donc si on respecte les proportions dans notre exemple, il n'y a que 1 000 € de monnaie centrale qui peut être échangée. Donc, comment est-ce que le CIC va transférer 10 000 € à la Société Générale? Ah, certes, j'avais oublié ce détail. Je t'en prie, poursuis. C'est parce qu'en réalité, il n'y a jamais qu'une seule transaction. Tout de suite, on passe à un deuxième exemple. On a toujours deux banques, le CIC et la Société Générale. On va dire que le CIC a 60% de part de marché et la Société Générale 40% de part de marché. On a aussi 1000 personnes qui sont à un concert et qui veulent rentrer. Ils vont tous prendre un taxi. On a donc deux sociétés de taxi, Taxi G7, disons 30% de part de marché, et Uber, 70% de part de marché. Taxi G7 a son compte chez CIC, tandis que Uber a son compte chez la Société Générale. Et tous les gens qui prendront le taxi paieront 10 € leur course. Oh, j'ai l'impression d'être en CM2 encore. Soit une baignoire de 150 litres qui se remplit à la vitesse de 5 décilitres par seconde. Ok, je sais, c'est un peu relou, on enchaîne tout de suite sur la démonstration. Bon, première chose, 1000 personnes qui payent toutes 10 € une course de taxi, ça fait 10 000 € d'échange dans l'économie. Donc maintenant, en considérant les parts de marché des banques, j'ai 600 personnes au CIC avec leurs 6 000 € à dépenser et 400 personnes à la Société Générale avec leurs 4 000 € à dépenser. Taxi G7 va ramener 30% des gens qui sont chez CIC et 30% des gens qui sont à la Société Générale. Ça fait 300 personnes au total, 3 000 € de chiffre d'affaires. Mais cet argent vient de deux banques différentes. 1 800 € viennent de chez CIC et 1 200 € viennent de la Société Générale. Pour Uber, c'est exactement le même principe. 2 800 € viennent de la Société Générale et 4 200 € viennent de chez CIC. Les banques se moquent des transactions en interne, CIC vers CIC, Société Générale vers Société Générale. Ça ne nécessite pas de transactions en monnaie centrale. Par contre, les transactions en externe, oui. Et donc, si on fait la différence, on se rend compte qu'en fait, CIC doit 3 000 € de monnaie centrale à Société Générale. Pour conclure, on a bien une économie qui a fonctionné à hauteur de 10 000 €. 10 000 € ont été échangés. Mais du point de vue des banques, ce qui s'est passé, c'est ça. Seulement 3 000 € ont été échangés.
3 000 € de monnaie centrale. On n'a donc pas besoin d'avoir autant de monnaie centrale que de monnaie fiduciaire pour faire fonctionner le système. Et en réalité, il y a tellement de banques et tellement d'échanges que 2,5% de monnaie centrale suffit largement à faire fonctionner toute l'économie. C'est assez ouf, effectivement, mais j'ai du mal à saisir les implications d'un tel système, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en théorie, la quantité de monnaie centrale dans l'économie ne change rien pour les banques. En revanche, elles doivent se synchroniser, prêter en même temps. Keynes disait « toutes les banques marchent du même pas ». Au même pas. Non, non, du même pas. En créant l'argent en même temps, les banques peuvent créer plus ou moins autant d'argent qu'elles veulent sans se soucier de la quantité de monnaie centrale. Monnaie centrale qu'on appelle aussi base monétaire. Pourquoi il faut que ce soit la même vitesse? Pour éviter les déséquilibres. Disons que si une banque se met à prêter alors qu'une autre ne prête rien du tout, les clients auront tendance à quitter leur banque pour aller vers la banque prêteuse, parce qu'ils veulent des prêts. Or, si une banque perd ses clients, elle n'a plus de raison d'être, donc il faut bien qu'elle compense et qu'elle se mette à prêter elle aussi. En réalité, le vrai problème, c'est que la migration de la clientèle, même partielle, d'une banque vers une autre banque peut être fatale au système. Parce que cela nécessiterait de transférer la somme des dépôts des clients en monnaie centrale vers une autre banque. Or, cette monnaie centrale est en quantité limitée dans l'économie et potentiellement elle n'existe pas en quantité suffisante pour effectuer cette transaction. Alors la banque aurait toujours le choix d'emprunter cette monnaie aux autres banques du système, mais encore une fois, la monnaie centrale est une monnaie relativement rare. Et puis de toute façon, une banque qui perd tous ses clients est une banque qui va faire faillite, donc personne ne voudra lui prêter. C'est un peu ce qui s'est passé pour la banque anglaise Northern Rock. En 2008, les gens avaient peur que la banque fasse faillite à cause de son exposition à la crise des subprimes et se sont mis à retirer leur argent. Ici, peu importe qu'on aille retirer son argent au distributeur de billets ou qu'on transfère son compte vers une autre banque. Au final, tout ça représente des échanges en monnaie centrale du point de vue de la banque. Il n'y a pas suffisamment d'argent central dans le système pour faire face à une panique générale ou à une perte massive de confiance. Et donc, plus il y a de la monnaie centrale dans le système, plus les banques ont tendance à être relaxes. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que théoriquement, les banques peuvent créer autant d'argent qu'elles veulent. Mais en réalité, quand la situation économique est un petit peu tendue, elles font très attention, au point de réduire potentiellement la création monétaire. Si je comprends bien, les banques peuvent nous foutre grave dans la merde. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une banque qui se met à prêter comme une ouf d'un coup? Toutes les autres sont obligées de suivre? D'abord, les banques sont rationnelles. Quand elles font des prêts, évidemment, elles s'attendent à ce qu'on les rembourse. Et elles ne vont pas prêter à des gens qui remboursent rien du tout. Ouais, et la crise des subprimes? Oui. Ah, certes. Donc oui, peut-être que la rationalité des banques, c'est pas le meilleur argument. Bon, mais de toute façon, la BCE fixe des règles. Et notamment, elle impose aux banques le taux de réserve obligatoire. Bon, la définition est simple, ça veut dire que la BCE met une limite à la quantité d'argent totale dans le système. En zone euro, ce ratio est à 1%. Ça veut dire que la BCE dit aux banques « Ok les filles, allez-y, créez de l'argent, mais attention, il devra toujours y avoir au moins 1% de monnaie centrale dans le système. » Maintenant, je voudrais prendre un instant pour discuter un petit peu de ce système de réserve obligatoire et de la création monétaire par les banques. Il y a un exemple qu'on voit partout, qui est pas faux, mais naze. Non, mais j'irai pas jusque là, mais pourri, dégueu, bidon, disons trompeur. Voilà à quoi ça ressemble. On va dire que on a un taux de réserve obligatoire de 10%. Tu déposes 100 € à ta banque. Ta banque va garder en réserve obligatoire 10%, donc 10 €, et prêter les 90 € restants. Ces 90 € vont tourner dans l'économie et vont se retrouver sur le compte de quelqu'un d'autre dans une autre banque. Cette autre banque va donc garder 9 € en réserve obligatoire et prêter 81 €. Le système se reproduit, une banque récupère les 81 €, garde en réserve obligatoire 8,1 € et prête 71,9 €, etc., etc., etc. Au final, si on va jusqu'au bout du raisonnement et qu'on fait la somme de tous les dépôts, c'est-à-dire de l'argent disponible dans l'économie, les gens ont sur leur compte leur dépôt et peuvent donc l'utiliser, on obtient 1000 €. Alors que pourtant, il n'y avait que 100 € au départ. Donc, on vient d'expliquer, ou on vient de montrer que les banques ont effectivement créé de l'argent. Et en plus de ça, elles ont bien respecté le taux de réserve obligatoire. C'est pas ce que tu avais dit déjà avant? Il a l'air bien cet exemple. La conclusion est juste. Le taux de réserve obligatoire est respecté, les banques ont créé de l'argent, mais on a l'impression que la création monétaire est initiée par des dépôts. Dans notre exemple, si tu ne déposes pas 100 € à la banque, les banques ne peuvent rien prêter. Or non, ça se passe pas comme ça. La bonne interprétation, c'est que les banques font ce qu'elles veulent. Elles créent l'argent quand elles veulent. Elles n'ont pas besoin de dépôt pour ça. Effectivement, il y a une quantité maximum qui correspond à ce taux de réserve obligatoire. Elles doivent constamment regarder le montant de monnaie centrale dans l'économie
quand elles font de nouveaux prêts. Ceci étant, elles n'ont pas besoin de dépôts. Les dépôts sont quand même importants pour d'autres raisons, mais pas pour ça. Petit détail, au Royaume-Uni, il n'y a pas de taux de réserve obligatoire. Enfin si, il y en a un, mais il est à 0%. Donc les banques font complètement ce qu'elles veulent. Oh, c'est chaud ça, non? Bah oui, enfin, faut faire confiance aux banques, quoi. Mais de toute façon, même en zone euro, les banques ont une liberté quand même assez importante. Par exemple, ok, la Banque Centrale Européenne fixe une limite, un plafond, mais elle ne fixe pas de seuil minimal. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si les banques ne veulent pas prêter, ne veulent pas créer de l'argent? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe si les gens ne veulent pas emprunter, ou les entreprises ne veulent pas emprunter? Ça fait un bon moment qu'on nous parle de la crise de la dette. Effectivement, il y a trop de dettes, il faut rembourser la dette, nous vivons au-dessus de nos moyens, mais le seul moyen de créer de l'argent, c'est de s'endetter. Il y a moins d'argent dans le système quand il y a moins de dettes. Or, à ton avis, qu'est-ce qui se passe quand les gens ont moins d'argent? Ben, les gens achètent moins de trucs, du coup, les entreprises gagnent moins d'argent, du coup, elles réduisent les salaires, du coup, elles arrêtent d'embaucher, oh my god! Oui, mais quelle est l'alternative? Toujours plus de dettes? Ah oui! Ah, non! Enfin, on rentre dans les eaux un peu troubles de l'économie. On a trop tendance à oublier que l'économie est une science sociale, qui ne se résume pas à une série d'équations. Et c'est pour ça que les économistes sont souvent pas d'accord entre eux. Quand on parle d'économie, on parle de comportement humain, avec toute la complexité que ça suppose. Attends, ça veut dire quoi ça? Les banques sont responsables ou pas du chômage? Les banques, comme n'importe quel autre acteur privé, cherchent à gagner le plus d'argent possible. S'il fallait remettre en question quelque chose, faudrait plutôt se poser la question: pourquoi est-ce qu'on laisse les banques en charge de la création monétaire? Ou pourquoi est-ce que la création monétaire est basée sur la dette? Ah ouais, c'est une bonne question, ça aussi, pourquoi? J'aime bien laisser des petites questions en suspens comme ça. Faut que tu réfléchisses aussi un peu par toi-même. Alors voilà ce qu'on va faire. On va se concentrer sur ce qui se passe. En décembre 2015, Mario Draghi, président de la BCE, a fait deux choses. Il a diminué le taux rémunérateur des dépôts à la Banque Centrale Européenne et il a réaffirmé sa volonté de continuer et de renforcer le programme de quantitative easing. Le quantita quoi? Eh bien justement, on expliquera ça dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé la vidéo. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra de recevoir un petit email à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et sur Twitter. Vous pouvez commenter la vidéo, vous pouvez poser vos questions, je ferai mon maximum pour essayer de répondre à tout le monde. Enfin, n'hésitez pas à partager la vidéo, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. À bientôt pour un prochain épisode.